Africaines, Africains, Nigériennes, Nigériens, amis européens, Américains, Asiatiques, amis de toutes les îles de la planète. Je vous confie à nouveau ce programme que je vous invite à partager massivement sur vos différentes plateformes. Je vous invite à m'accompagner maintenant sur la terre africaine bénie du Niger, où, dans le rapport à la terre africaine bénie du Bénin, eh bien, se déroulent des frictions qui sont en réalité une source de renseignements immenses sur le complot néocolonialiste et impérialiste qu'on continue à tisser afin de soumettre le continent africain en ce 21e siècle à une recolonisation intégrale par les impérialistes occidentaux, les néocolonialistes français et leurs suppôts locaux du système mafieux de la France-Afrique. Cette conférence est d'une importance capitale parce que vous verrez qu'il y a une connexion intime entre la crise américano-vénézuélienne et la déstabilisation intégrale de l'Afrique, qui est le chapitre central de l'action de l'OTAN dans notre sous-continent. Voilà pourquoi je vous invite à ne pas oublier d'établir des parallèles entre ce que je vous ai dit en analysant la crise vénézuélo-américaine et ce que je vais vous dire maintenant en analysant la crise bénino-nigérienne. Car en réalité, ces deux crises qui se déroulent sur deux continents différents renvoient à la même problématique centrale. La question de l'hégémonie, la question de l'ordre du monde, la question du contrôle des ressources vitales de cette planète, qui est au cœur de toutes les querelles géopolitiques, géostratégiques, et qui, en réalité, est une question interconnectée. Commençons par l'information apparente, telle qu'elle nous est donnée par la presse internationale. Que nous dit l'information apparente? Je lis ici une dépêche de l'agence de presse africaine APA News, qui nous dit « Niger-Bénin, les tensions atteignent un point critique. La décision de Niamey d'expulser un diplomate béninois suivi de la suspension des activités de l'ambassade du Bénin ravive les tensions diplomatiques entre les deux pays sur fond de soupçons sécuritaires et des relations déjà dégradées. Les relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin traversent une phase critique avec l'expulsion d'un diplomate béninois et la fermeture consécutive de l'ambassade du Bénin à Niamey dans un contexte marqué par des accusations réciproques d'activités subversives. Le ministère nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a déclaré mercredi 1er janvier Seydou Imourana, premier conseiller à l'ambassade du Bénin, persona non grata. Le diplomate a reçu l'ordre de quitter le territoire nigérien sous 48 heures, selon un communiqué signé par le secrétaire général du ministère. La mesure, justifiée par le principe de réciprocité, intervient alors que les autorités nigériennes ne précisent pas les motifs exacts. Cette décision fait suite à l'expulsion par Cotonou du chef d'antenne de la DGDSE, service de renseignement nigérien, et d'une commissaire de police en poste à l'ambassade du Niger au Bénin, tous deux soupçonnés d'activités subversives selon plusieurs sources médiatiques. Vous voyez, ces gens de l'agence de presse africaine doivent retourner à l'école de journalisme. Ils disent que le Niger a expulsé, eh bien, le premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger et que le Niger n'a pas précisé les raisons. Or, les mêmes reconnaissent dans le même article que une semaine plus tôt, à peu près, le Bénin a expulsé 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin. Voilà des gens qui se contorsionnent pour donner l'information exacte. Tout le monde sait très bien que dans l'épisode nouveau de crise diplomatique entre le Niger et le Bénin, c'est le Bénin de Patrice Talon, le gouvernement de Patrice Talon, à ne pas confondre avec le peuple béninois. C'est le gouvernement de Patrice Talon, gouvernement du Bénin, qui a commencé par expulser des fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin. L'expulsion du premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger est donc tout simplement une réponse du berger à la bergère. C'est la réponse du Niger au Bénin, c'est la réponse
du régime du président Abdourahmane Tchani au régime, eh bien, du président Patrice Talon. Voilà ce qu'on appelle être responsable dans la transmission de l'information. Agence de presse africaine, site APA News, réapprenez à écrire correctement l'information. C'est triste qu'à ce niveau de responsabilité, celui que vous vous donnez être une agence de presse africaine, vous ne soyez pas capable de rédiger avec un minimum d'esprit de conséquence. Bon, mais mes chers amis, je vous dis que jusque-là, ce n'est que l'information apparente. Parce que ça, c'est, eh bien, la pointe d'iceberg, la pointe visible qui cache un immense iceberg, eh bien, immergé. Nous ne voyons en réalité que la fumée. Nous n'avons pas encore vu le feu. Quel est le problème qui se pose entre la République du Niger et la République du Bénin aujourd'hui? Quand on est honnête, on doit toujours, conformément au proverbe africain, ne pas juger à la chute d'une personne par l'endroit où elle est tombée, mais d'abord par l'endroit où elle a trébuché, où elle a glissé. Dans ma langue, le Bassa Bantou du Cameroun, on dit Bale Mouranko ou Benge Bandoui Homa Mourankwel, Benge Homa Mouransendi. Quand tu vois quelqu'un tomber, que tu veux comprendre pourquoi il est tombé comme il est tombé, ne te contente pas de regarder l'endroit où il est tombé. Essaye d'identifier et de repérer l'endroit où la personne a trébuché, l'endroit où la personne a glissé. Homa Mouransendi. Donc on ne peut pas comprendre les effets si on n'a pas analysé préalablement les causes. Un effet sans cause relève du mystère. Et cette communication, cette manière de restituer les relations bénino-nigériennes ces dernières années, cette manière de les restituer a pour but d'enfumer l'opinion, de servir en fait le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, qui sont à la manœuvre dans cette affaire, comme je vais le montrer. Donc, dans les relations bénino-nigériennes, il faut d'abord poser de côté les peuples africains, qui sont le même peuple, des deux côtés de la frontière tracée par le colon français. D'abord, ces choses-là qu'on appelle d'une part le Niger et d'autre part le Bénin, sont issus d'un tracé de frontières arbitraire perpétré par les criminels racistes, négriers, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes occidentaux. Sinon, les peuples africains du Bénin et du Niger appartiennent au même bassin culturel de la civilisation négro-africaine. Donc, dans ce propos, commençons par poser d'abord de côté les peuples africains, qui sont des deux côtés de cette aberration appelée frontière, et qui est une balafre infligée au peuple africain par les grands criminels négriers occidentaux, les grands criminels colonialistes occidentaux, les grands criminels impérialistes occidentaux, les grands criminels impérialistes et terroristes occidentaux. N'oublions pas de regarder chaque jour les frontières qui ont été tracées à l'intérieur de notre Afrique comme étant des blessures vivantes, des cicatrices ouvertes, des aberrations. Et en attendant de les lever, dans le cadre d'un processus d'intégration et de création de la fédération, de l'unité africaine, apprenons à les regarder toujours de manière relative et à ne jamais opposer dans nos analyses les peuples. Car en opposant dans nos analyses les peuples africains, nous aboutissons exactement à la légitimation du principe du diviser pour mieux régner qui présida au tracé arbitraire de ces frontières incongrues. Bon. Tant que le Bénin et le Niger demeuraient sous le contrôle direct ou indirect des puissances coloniales occidentales, à la tête desquelles la France et les États-Unis, les frictions que l'on observe aujourd'hui n'existaient pas. Tout commence dans la séquence historique que nous analysons maintenant,
le 26 juillet 2023, lorsque l'ancien chef de la garde présidentielle de la République du Niger, sous le pouvoir du vassal Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum, l'ancien chef donc de la garde présidentielle du Niger, l'alors général de brigade Abdourahmane Tiani et ses compagnons, c'est-à-dire la totalité des chefs des principales unités des forces armées nigériennes, les fans que je salue, prennent la responsabilité de renverser le vassal, le valet, parachuté par une élection frauduleuse, truquée, un bourrage d'urne, une manipulation france-africaine, dans laquelle l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou aura joué un rôle décisif, puisque la fameuse élection présidentielle qui a permis à Mahamadou Issoufou d'arriver au pouvoir a été organisée sur la base du principe d'exclusion de tous les candidats de l'opposition, en capacité de concurrencer le candidat de l'ancien parti au pouvoir. On n'oublie jamais comment ça a commencé. Un président illégitime, un président abusant de la légalité constitutionnelle, un président imposé par le néocolonialisme français et celui qui était alors son relais, Mahamadou Issoufou. Souffrant d'une crise d'illégitimité populaire, souffrant d'une légalité artificielle, comme la plupart des tyrans issus du néocolonialisme français sur le continent africain, Mohamed Bazoum a une présidence hostile aux intérêts stratégiques de son propre pays. Une présidence hostile à la lutte antiterroriste souveraine menée par le Mali et le Burkina Faso. Il a une présidence scandaleuse, puisqu'il ose afficher publiquement sa préférence pour des relations amicales avec les groupes terroristes qu'il présente comme ses alliés et qu'il vante comme étant supérieur à son armée nationale, et dont il exige la libération plusieurs fois des plus grands assassins des forces armées nigériennes. Fait caractéristique d'une véritable haute trahison pour un chef d'État, fut-il légal en apparence et illégitime en réalité. Le coup d'État et la révolution du CNSP du Niger, le 26 juillet 2023, sont une réponse à trois aspirations fondamentales. D'abord, c'est une réponse des forces armées nigériennes au prétendu chef suprême de ces forces armées qui s'est avéré un traître à la nation et qui en réalité les livrait de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année au massacre des groupes terroristes qui étaient ses amis, comme il l'a publiquement dit. Donc l'armée a lavé l'affront qui lui a été fait par Bazoum de la mépriser en prisant les terroristes. Deuxième aspiration fondamentale, et celle-là épouse entièrement le peuple nigérien dans son écrasante majorité. Mettre fin au scandale d'un pays immensément riche du point de vue de ses ressources minières naturelles et immensément appauvri par des décennies de néocolonialisme français, d'impérialisme occidental, de pillage éhonté de son uranium, de son pétrole, de son gaz, de l'ensemble de ses richesses naturelles, principalement par la puissance colonialiste, néocolonialiste française et ses alliés européennes et américaines. Cette aspiration, elle est portée par l'écrasante majorité du peuple nigérien. Ces Nigériennes et ces Nigériens qu'on a voulu présenter à un moment donné comme les plus grands pourvoyeurs de groupes de mendiants dans les villes bidonvilleuses, eh bien, de toute l'Afrique. Ces Nigériens et ces Nigériennes qui, en réalité, sont des Nigérois et des Nigériennes, aspiraient depuis très longtemps à assumer ce que Dieu leur a donné. Une fortune immense, un pays monumental, qui est d'ailleurs l'une des plus grandes archives archéologiques de l'Afrique contemporaine, qui est l'un des pays porteurs des traces les plus anciennes de la création de la vie sur la terre par Dieu Tout-Puissant, le Niger. Ce peuple-là, depuis très longtemps, porte en lui comme une grossesse non accouchée
le désir de vivre de ce que Dieu lui a donné. Car Dieu lui a tout donné. Le Niger ne manque de rien. Et paradoxalement, il était privé de tout. La révolution du CNSP du Niger a sa légitimité morale, sa légitimité spirituelle et historique dans cette aspiration du peuple nigérien à sortir de l'indignité, de la pauvreté infligée, du mépris, à sortir de cette incongruité qui veut que premier producteur d'uranium du sol africain, premier fournisseur réel d'uranium pour la France, ce peuple vive à plus de 70% de sa population dans l'obscurité, dans l'absence d'énergie, alors qu'il inonde la France et inonde le monde à travers une escroquerie, une arnaque absolue, appelée accord de coopération et de défense avec le néocolonialisme français, inonde la France de sa richesse. La troisième raison qui est au fondement de la révolution, nigérienne, c'est que cette révolution s'inscrit dans l'aspiration la plus large du peuple africain dans son entier. L'aspiration qui est à l'origine de l'ouvrage Africa Must Unite du docteur Francis Kofi Kwame Nkrumah, héros national du Ghana. L'aspiration qui porta le combat de Patrice Emery Lumumba au Congo-Kinshasa. L'aspiration qui était dans les entrailles de Ruben Umnyobe, de Félix Moumié, de Sendea Fana au Cameroun, avec l'Union des populations du Cameroun. L'aspiration qui travaillait les tripes de Barthélemy Boganda en République centrafricaine avec le Messan. L'aspiration de Marien Gwabi, de Mandela Nelson, de Sankara Thomas. L'aspiration de Haile Selassie, l'aspiration de Walter Sisulu, de Sam Nujoma, l'aspiration d'Agostinho Neto, d'Eduardo Mondlane, l'aspiration de Samora Machel, de Julius Nyerere, l'aspiration de Jomo Kenyatta. Cette aspiration essentielle qu'il y avait dans les tripes de Sylvanus Olympio, de Nnamdi Azikiwe, cette aspiration qui portait le jeune philosophe Omar Blondin Diop, assassiné par Senghor dans les geôles infectes de Dakar. L'aspiration d'Amilcar Cabral, d'Ernest Wandier, de Muammar el-Kadhafi, celle d'une Afrique souveraine. Cette aspiration qui s'était précisément exprimée avec intensité au Mali, à travers la révolution du Mali Koura portée alors par celui qui était le colonel Assimi Goïta. Cette aspiration qui s'était exprimée en 2022 dans la révolution du 30 septembre par le capitaine Sankara II, Ibrahim Traoré. Cette aspiration qui est la plus grande idée du peuple africain, l'aspiration panafricaine, est l'un des trois souffles qui ont nourri la révolution nigérienne du 26 juillet 2023. Et voilà où le CNSP, en action aujourd'hui au Niger, améliorant au quotidien la condition de vie des Nigériens, à travers des actions concrètes et incontestables, en faveur de l'accès aux soins hospitaliers, en faveur de la réduction du coût de la vie, des actions incontestables en faveur des investissements publics, en faveur du renforcement de l'outil de défense et de sécurité, en faveur du renforcement de l'intégration africaine dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. C'est tout cela qui fait la légitimité, l'admirabilité, l'excellence et la reconnaissance internationale du Conseil national de la sauvegarde de la patrie nigérienne. Or, cette révolution portée par le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP et soulevant les cœurs de la majorité écrasante des Nigériens, entrait de facto en conflit avec l'aspiration néocolonialiste de la France, impérialiste de l'Occident, de continuer à se servir de l'Afrique comme une zone de pillage éhontée de matières premières stratégiques ad vitam aeternam.
Par cette aspiration, le général Abdourahmane Tiani et ses compagnons se retrouvaient nez à nez avec le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et leurs représentants locaux. Voilà comment, de facto, l'organisation politique, sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental dans la sous-région, était immédiatement, ipso facto, illico presto, instrumentalisée pour attaquer la révolution nigérienne. Cette organisation infecte, porteuse de chaos, s'appelle la CEDEAO. Vous la connaissez et vous savez ce que la CEDEAO a fait. Sous les ordres explicites et publics du néocolonialisme français. La CEDEAO fut appelée à attaquer ouvertement le Niger, à lui mener une guerre comparable à celle que Donald Trump mène aujourd'hui même contre le Venezuela. Une guerre d'agression. Une guerre néocolonialiste et impérialiste fut ordonnée par les dirigeants français actuels aux dirigeants de la CEDEAO. Et parmi ces dirigeants de la CEDEAO, se dressant sur ses maigres jarrets, un certain Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, se dressa face au Niger. Il participa avec un enthousiasme démesuré, scandaleux, un enthousiasme criminel à tous les préparatifs qui, sous l'égide de la France, avec l'approbation américaine, l'approbation européenne, eh bien, se tenaient notamment au Nigeria, sous l'hypocrite, le perfide Adebola Tinubu, avec la participation du plus vilain serviteur du néocolonialisme français dans la sous-région africaine, Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler la Côte d'Ivoire. Et croit-il troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé? Participer à cette curée, tout naturellement, Macky Sall, en fin de vie au pouvoir au Sénégal. Participer à cette curée, un certain généralon, Oumaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi, auteur d'un piteux auto-coup d'État, protégé par la CEDEAO, le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux. Sous nos yeux. Participer à cette curée, l'ancien président ghanéen, Nana Akufo-Addo, l'homme qui était allé vendre, espérait-il, ses frères du Burkina Faso, en échange d'une pitance du FMI et de la Banque mondiale pour sauver le Ghana de la banqueroute. Participait activement donc à cette ignominie Patrice Talon, qui se porta aux avant-gardes de ceux qui voulaient entrer avec des armes au Niger pour imposer leur lecture de l'histoire du Niger au peuple souverain du Niger. Ô Africaine, ô Africain, ô peuple béninois, peuple frère, peuple mien, ô peuple nigérien, peuple frère, peuple mien, que nul ne parle du conflit bénino-nigérien sans souligner que l'agression est partie du gouvernement actuel du Bénin. Que tu sois béninois, que tu sois nigérienne, cela est vrai. Et cela n'a rien à voir avec ta nationalité. Cela est vrai parce que c'est vrai. Voilà les faits historiques. Tout véritable père de famille qui serait confronté à un conflit entre ses enfants doit chercher à savoir qui a commencé. C'est toujours très facile de punir l'enfant qui a réagi. Et de vouloir refuser de savoir pourquoi l'enfant qui a réagi, parfois le plus fortement, a réagi le plus fortement. La justice consiste non pas simplement à juger des effets. Il faut toujours aller aux causes. Il faut aller aux causes. La cause profonde du conflit entre les régimes du Bénin et du Niger, c'est que le régime du Bénin s'est ouvertement et activement associé à la déstabilisation du Niger. Non pas pour le compte du peuple béninois, mais pour le compte de la mafia france-africaine. Pour faire plaisir à la bourgeoisie néocolonialiste française et à la bourgeoisie capitaliste occidentale que le Niger a délogé
à partir du moment où il a délogé les troupes françaises néocolonialistes et les troupes américaines impérialistes. Voilà le fond du problème. Et vous ne devez jamais perdre cela de vue quand vous regardez Talon. Maintenant, il y a un deuxième niveau dans ce problème. Après la tentative avortée d'envahir le Niger, sous le couvert de la CEDEAO, et pour le compte du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui avait perdu le contrôle de l'uranium, du pétrole, du gaz nigérien, dès lors que leurs troupes avaient été délogées et qu'ils n'étaient plus capables de braquer les dirigeants nigériens et de leur faire leurs quatre volontés. Le Bénin ne s'est pas arrêté là. Les troupes délogées par les armées sahéliennes, délogées par les gouvernements sahéliens révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont reçu havre de refuge, ont reçu repères, ont reçu base arrière en territoire béninois, et notamment dans la partie nord de ce territoire. Nous sommes tous ici, dans cette terre des hommes, et nous étions là depuis 2023. Lorsque le président Tiani, plusieurs fois, a fait mention, avec des précisions géographiques absolues, du fait que le dispositif militaire des troupes néocolonialistes français, qui avaient été levées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, s'était fortement réorganisé au nord du Bénin. Le président Tiani alla jusqu'à préciser les bases et a demandé à ceux qui possèdent les moyens de l'observation satellitaire d'utiliser les coordonnées précises pour regarder le dispositif hostile mis en place par le néocolonialisme français en terre béninoise afin de continuer à alimenter la déstabilisation des pays qui se sont séparés des troupes néocolonialistes françaises, dont notamment le Niger. Patrice Talon, dans cette deuxième séquence historique, brilla par le déni. C'est faux, disait-il. Il hurlait qu'il n'y avait pas de présence militaire française sur son sol. Il hurlait que cette présence militaire française était une invention du Niger. Il présentait les autorités nigériennes comme des affabulatrices, comme des rédactrices de films, non pas de Hollywood, mais de Niameywood. Or, le mensonge a tendance à prendre l'escalier. Le mensonge a tendance à prendre l'ascenseur. Mais la vérité monte par l'escalier. Et la vérité finit toujours par arriver à l'endroit où l'ascenseur est arrivé. Car les ascenseurs suivent un itinéraire, certes rapide, mais qui est équivalent dans l'absolu à celui des escaliers. Comment donc la vérité est-elle montée par l'escalier? Pour attraper Patrice Talon, c'est quand Patrice Talon a été victime d'une tentative de coup d'État menée par le lieutenant-colonel Tigri Pascal. À cette occasion, on assista pour sauver le régime néocolonisé, vassal, reptilien de Talon Patrice, on assista à une implication directe des troupes françaises. Et c'est l'armée française elle-même, ce sont les autorités françaises elles-mêmes qui informèrent le monde entier que leur dispositif militaire au Bénin avait participé au combat contre l'armée nationale béninoise et avait écrasé, eh bien, le groupe patriotique de l'armée béninoise qui voulait déloger Patrice Talon au nom de la révolution panafricaniste béninoise. C'est donc par la bouche même du principal coupable que Talon fut désavoué. Talon fut désavoué devant le monde entier par les révélations officielles françaises assumant la participation aux côtés de l'armée nigériane à une barbouzerie scandaleuse, en tout point comparable à celle de Trump au Venezuela, le 3 janvier 2026. Car en fait, ce que vous voyez au Venezuela, mais c'est ce que Paris fait en Afrique depuis très longtemps. Et ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron, président de la République française, a approuvé la barbarie de Donald Trump à Caracas. Car c'est ce qu'il a fait, lui, à Cotonou. L'armée française a bombardé la capitale béninoise comme l'armée américaine a bombardé la capitale vénézuélienne. Je vous ai dit de ne pas oublier le parallèle. Ne jamais oublier le parallèle. C'est là que vous commencez à comprendre la géopolitique. Quand vous êtes capable de tracer des parallèles.
entre des situations apparemment distantes et tellement différentes, voire quand même des similarités, en même temps que les différences. C'est cela l'intelligence géopolitique, dont les citoyens africains doivent se doter. Toujours utiliser un compas et tracer des lignes, utiliser une règle et tracer des lignes qui rapprochent les événements et qui les éclairent mutuellement, réciproquement. Donc, c'est la communication officielle française qui trahit Talon, qui désavoue Talon. Talon a menti au peuple béninois. Il a menti à l'opinion africaine, à l'opinion mondiale, en prétendant que son pays n'était pas sous occupation militaire des troupes néocolonialistes françaises qui ont été délogées, entre autres, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Et donc là, nous avons la deuxième phase du conflit. Maintenant, on entre dans la troisième phase du conflit. Pendant plusieurs années, le port de Cotonou au Bénin était le débouché naturel de la République du Niger sur l'océan Atlantique. Dans son commerce import-export, exportation-importation, le Niger passait par le port de Cotonou pour vendre au monde entier et il passait par le port de Cotonou pour acheter au monde entier. Ce qui fait qu'une bonne partie de l'activité du port de Cotonou était consacrée aux échanges commerciaux du Niger avec l'étranger. Face à l'hostilité assumée par le régime de Patrice Talon, manipulé par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux dont il est le valet, et qui le tiennent par la barbichette, par toutes sortes de procès qu'on trouvait ici, par exemple en France, le Niger a été obligé de diversifier son partenariat géostratégique pour éviter de se retrouver complètement enclavé, privé d'accès à la mer. Car en effet, Talon, instrumentalisé par les néocolonialistes français, s'est mis à faire chanter le Niger quand celui-ci voulait exporter son pétrole. À faire chanter le Niger pour récupérer ses importations ou pour faire passer ses exportations. Et il le faisait dans le but de soumettre la révolution nigérienne au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental. Bref, pour ramener le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons sous l'escarcelle de Paris, l'escarcelle de Bruxelles et de Washington et de Londres. Fidèle à son engagement de conduire le peuple nigérien à une véritable souveraineté, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP ne s'en sont pas laissés compter. Ils ont engagé une coopération bilatérale active avec la République togolaise du président Faure Gnassingbé, qu'il leur a désormais offert le port de Lomé comme débouché actif et vivant pour leurs échanges commerciaux à travers l'océan Atlantique. Un effondrement massif de l'activité commerciale du port de Cotonou s'en est suivi, qui a provoqué une crise sévère des recettes budgétaires de la République du Bénin, par la faute de l'étourdi Patrice Talon, extrêmement aveuglé par le sentiment de son intelligence supérieure, de son élection divine, de son exception rare, de son unicité transcendantale. Alors, si vous n'avez pas de son ici, je viens de m'en rendre compte. Excusez-moi mes chers amis, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas de son. Je vais simplement essayer de... Dites-moi, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Alors, s'ils ont bloqué le son, je fais ça. Excusez-moi mes amis sur Université Libre de l'Afrique des Libertés. Est-ce que le son est de retour? Si le son n'est pas de retour, je vais relancer. Ok, ça fait 3-4 minutes. Bon, c'est bon. Merci, on me dit que c'est bon. Excusez-moi mes chers amis. Vous savez, il est difficile de rester dans la concentration de l'exposé et de lire les remarques. Moi, je suis obligé à un moment donné de rester concentré sur ce que j'ai à vous dire et je ne peux pas, toujours systématiquement lire vos remarques et continuer à exposer. Je m'en excuse.
voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait côté Université Libre d'Afrique des Libertés pour vous priver pendant 4 minutes de ma voix. J'espère que ça va mieux. Oui, il y a 2 lives. Il y a un live qui est sur... Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des Libertés, notre principale page YouTube, et un autre live qui est sur notre page YouTube secondaire, Université Libre de l'Afrique des Libertés. Et il y a un live qui est sur Facebook, Franklin Nyamsi. Il y a un live qui est sur Afrique des Libertés, TOC, sur TikTok. Donc vous avez, chaque fois que vous avez une difficulté d'un côté, vous pouvez toujours me rattraper de l'un ou l'autre des côtés, si vous connaissez mes différentes plateformes d'expression. Merci encore. Donc je vais continuer ici. J'étais en train d'expliquer le rôle de la République togolaise dans l'évolution du conflit politique dont nous parlons. Excusez-moi, je suis juste en train de brancher une source supplémentaire d'énergie pour nos amis sur TikTok. Voilà, pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Alors, j'étais en train d'expliquer le rôle de la République togolaise de Faure Gnassingbé dans cette affaire. Le Togo de Faure Gnassingbé, avec son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé-Komla, a engagé une politique de proximité avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Même à l'intérieur de la CEDEAO, le Togo n'a pas participé au harcèlement et à la persécution de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, qui étaient recommandés par les néocolonialistes français et leurs valets de la CEDEAO. Tinubu, Talon, Ouattara, Macky Sall, Nana Akufo-Addo, etc. Il a refusé de participer à cela. Vous comprenez? Et il a négocié et obtenu que le port de Lomé devienne le débouché naturel sur l'océan Atlantique de l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui vaut d'ailleurs au Togo d'être aujourd'hui dans le collimateur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Le Togo, dont le régime est issu du colonialisme et du néocolonialisme français, est de fait dans une situation très délicate en raison de ce double engagement, d'une part à rester dans la CEDEAO et d'autre part à faire preuve d'ouverture, de compréhension, de solidarité avec l'AES. Il se retrouve littéralement pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, l'AES, l'enclume, la CEDEAO. Or, ce basculement en faveur du port de Lomé est une source de jalousie profonde de Patrice Talon envers le pays frère du Togo. C'est une source de crispation supplémentaire. Et vous savez, comme dans les relations hostiles, tout peut servir à nourrir l'animosité, il s'ensuit que tous les malheurs qui peuvent frapper le Bénin ces derniers temps, d'une manière ou d'une autre, les officiels béninois du régime Talon vont les attribuer au Togo. Avant même l'AES, ils vont commencer par les attribuer au Togo, parce que le Togo leur a damé le pion sur 2 chapitres. Premier chapitre, l'ouverture à l'AES sur le plan géopolitique et géostratégique, ce qui lui permet d'avoir un hinterland mieux sécurisé que le hinterland en réalité béninois. La frontière nord, puisque les opérations peuvent être plus facilement menées entre l'armée togolaise et les armées de l'AES, qu'elles ne peuvent être menées entre les armées de l'AES et l'armée béninoise. Deuxième point, Faure Gnassingbé et son régime ont damé le pion à Patrice Talon et à son régime, puisque, en réalité, les dividendes perdus, globalement par le port de Cotonou, tombent dans l'escarcelle, du port de Lomé. Ça s'appelle la géopolitique, la géostratégie commerciale et diplomatique, tous azimuts. D'accord? Voilà la situation telle qu'elle se présente. Et donc, lorsque j'arrive au 4e niveau d'appréciation de la situation, lorsque le Niger nationalise son uranium et décide de le vendre lui-même dans le marché international, on peut imaginer que le débouché naturel sur l'océan Atlantique par lequel le Niger va procéder pour vendre son uranium, c'est le débouché togolais, puisque le Niger n'a pas plus facilement accès à la mer par un autre débouché. Vous comprenez donc pourquoi
les travaux de déstabilisation du Niger sont accélérés. Puisqu'entre-temps, le néocolonialisme français a porté une plainte incongrue contre le Niger, au motif que le Niger aurait volé son propre uranium. Une accusation aussi farfelue que la prétention de Donald Trump au Venezuela à dire que le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis, au nom de la doctrine Monroe datant du 19e siècle. Il y a une doctrine cachée de la France-Afrique qui date de la traite négrière, c'est-à-dire de la codification du Code noir par le ministre criminel de Louis XIV nommé Colbert au XVIIe siècle, à partir du jour où une loi officielle française a dit que les Noirs africains étaient des marchandises comme toutes les autres, en réalité, la monarchie française et plus tard la République française ont hérité d'un dispositif mental selon lequel les richesses de l'Afrique leur appartiennent. Les richesses des pays africains ex-territoires de traite négrière, territoires de colonie, appartenant globalement à ce qu'on a appelé le précaré, la chasse gardée de la France, dans la mentalité de l'élite politique française depuis plusieurs siècles, les richesses de ces pays-là appartiennent à la France. C'est ce qui peut expliquer que des juges parisiens concèdent une plainte dans laquelle une multinationale française accuse un État africain d'avoir volé ses propres ressources naturelles. Et vous voyez le parallèle avec le narratif de Donald Trump contre le Venezuela, dont il revendique les ressources pétrolières comme étant une propriété des États-Unis. Oui! Vous voyez comment on a deux tableaux et nous sommes là dans ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Les situations qui s'expliquent et qui s'éclairent mutuellement. Donc, le Niger ayant décidé de s'approprier sa propriété, de reprendre ce qui est à lui, à savoir son uranium, et cet uranium étant commercialisé pour le bonheur du peuple nigérien sur le marché international, et la sortie de cet uranium étant faite probablement par la voie du port, eh bien de Lomé, comme c'est le cas pour l'essentiel de l'import-export du Niger, les ennemis du Niger, c'est-à-dire les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, à la tête desquels les États-Unis d'Amérique, dont l'armée a été délogée de sa base d'Agadez, dans le nord du Niger, ont entrepris de hâter les travaux de déstabilisation du régime du président Abdourahmane Tiani. C'est dans ce cadre-là que Patrice Talon a procédé à l'expulsion symbolique de 2 membres de l'ambassade du Niger à Cotonou. Et c'est en réponse à cette provocation que le Niger, par principe de réciprocité, a expulsé le premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On arrive maintenant en janvier 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préparatifs pour attaquer le Niger à partir du Bénin s'accélèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tout faire pour trouver des raisons d'agresser l'Alliance des États du Sahel, d'agresser le Niger, afin de stopper la dynamique d'exploitation souveraine de l'uranium, la dynamique d'exploitation souveraine du pétrole et du gaz du Niger, qui est engagée par le président Abdourahmane Tiani. L'objectif stratégique est assumé par l'OTAN. Il est porté comme une mission, mission commandée par la CEDEAO. Il est assumé par les néocolonialistes français et leurs suppôts dans la sous-région, dont Patrice Talon. Voilà l'information capitale que vous devez noter. Alors, quels sont les stratagèmes que l'impérialisme occidental, le néocolonialisme français et les valets de la France-Afrique ont prévu d'élaborer? Nous avons vu jusqu'ici 3 stratagèmes qui s'esquissent devant nous. Premier stratagème, ils ont décidé d'utiliser le motif de la lutte antiterroriste pour s'aventurer à bombarder le Niger. C'est le stratagème en réalité utilisé pour bombarder la région de Sokoto au Nigeria et en profiter pour dire que les terroristes qui auraient été tués par les bombardements de Donald Trump venaient du Sahel, c'est-à-dire venaient du Niger. Et ainsi pour déjà inscrire le territoire nigérien comme zone de tir possible de la coalition occidentale.
comme cela a été fait, vous le voyez au Venezuela, comme cela a été fait en Libye, comme cela a été fait en Irak. L'accusation de terrorisme, ayant ici vocation à légitimer, au nom de l'antiterrorisme, la violation du droit international et de la souveraineté du territoire nigérien et des territoires de l'AES. Vous notez, première méthode, sous couvert d'antiterrorisme, attaquer le Niger. Vous notez les méthodes? On passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode a été mise en œuvre sous l'égide de l'OTAN, de la CEDEAO et du Nigeria, sous la forme d'une provocation militaire, à savoir l'incursion d'un avion militaire nigérian dans le territoire de l'AES et au-dessus du Burkina Faso. Avion qui a été heureusement intercepté par l'armée de l'air de l'AES, l'armée de l'air du Burkina Faso, arraisonné et immobilisé pendant plusieurs jours, on le sait, sur le tarmac de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Cette deuxième provocation avait pour but de tester les capacités de défense de l'Alliance. Il s'agissait d'une mission commandée, pensée en très haut lieu, sur le modèle des opérations aériennes de test que les États-Unis ont faites sur le Venezuela ces 3 derniers mois sous nos yeux. Survoler les frontières vénézuéliennes, frôler le ciel vénézuélien, entrer dans l'espace aérien vénézuélien, bombarder des navires sous prétexte de combat contre les narcotrafiquants. Eh bien, à proximité du Niger, tout le monde a vu tout cela. Vous vous en souvenez ou pas? N'oubliez pas, cette conférence est placée sous le signe du parallélisme des formes. Quand vous regardez la forme de l'agression, eh bien, excusez-moi, je déplace juste 2 machines pour pouvoir alimenter une qui a commencé à faiblir en énergie. Quand vous regardez donc les 2 théâtres d'agression, eh bien, le théâtre nigérien et le théâtre vénézuélien, vous comprenez ce dont je vous parle. Voilà. Excusez-moi. Alors donc, la deuxième stratégie, c'est donc une provocation tactique de nature militaire. Une violation délibérée de l'espace aérien, de l'espace terrestre, et bien de l'Alliance des États du Sahel en vue de tester ses capacités opérationnelles, dans le but de préparer une campagne de bombardement, une campagne d'agression, comparable à celle que vous avez vue à Caracas, au Venezuela. Tout le monde a assisté à ça, oui ou non? Tout le monde se souvient des fausses excuses données par Youssouf Tougar, le plus vilain des agents du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain au Nigeria. Youssouf Tougar, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, un vrai ennemi du peuple nigérian et du peuple africain. Tout le monde se souvient des justifications bidons qu'il a données à Ouagadougou et qui faisaient sourire avec beaucoup de lucidité le capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré, qui savait très bien que Tougar ment. Et que ce n'est pas par erreur qu'ils se sont retrouvés en territoire burkinabé. Ils étaient dans un vol de reconnaissance, un vol test. Eh bien, maintenant, la troisième méthode. La troisième méthode de provocation qu'ils ont trouvée, c'est de mener une campagne active pour la libération de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Le juntard de Niamey qui a fait boum. Au mépris des raisons pour lesquelles Mohamed Bazoum est aux arrêts. Je vous rappelle que Mohamed Bazoum a été renversé et qu'il est aux arrêts parce que l'armée nigérienne estime qu'il l'a trahi et parce que le peuple nigérien, dans son écrasante majorité, soutient le CNSP dans sa volonté de rompre avec la politique néocolonialiste, la politique impérialiste dont Bazoum et son prédécesseur étaient des ardents serviteurs. Mais il y a un autre fait qui ne doit pas vous échapper. La campagne pour la libération de Bazoum doit vous rappeler l'une des choses que Bazoum a faites quand il a été en difficulté. Lorsqu'il a été renversé par la garde présidentielle et par l'armée nigérienne, dans la totalité de son commandement, Bazoum a, par une lettre ouverte publiée dans la presse américaine, appelé à une intervention militaire des États-Unis. J'espère que vous n'avez pas oublié cela. Vous ne voulez pas que je vous republie la lettre de Bazoum.
demandant à l'armée américaine de venir combattre l'armée nigérienne pour lui le libérer et le restaurer au pouvoir. Mohamed Bazoum a écrit cela. La lettre a été publiée dans le Washington Post, le New York Times. Elle a été publiée dans l'essentiel des grands journaux américains. Signé Mohamed Bazoum. Appel à l'agression impérialiste du Niger par les États-Unis d'Amérique. Donc, la campagne qui est menée maintenant pour exiger la libération de Mohamed Bazoum est en fait un alibi supplémentaire qu'on veut donner à Donald Trump pour dire « Nous avions un partenaire qui faisait nos 4 volontés à la tête du Niger. Il a été arrêté, il a été emprisonné. Et maintenant, nous avons décidé de le libérer de gré ou de force par une opération des forces spéciales américaines, des forces spéciales occidentales, qui ont pour but de restaurer la démocratie, entendez bien la démocratie au Niger. Voilà les 3 stratagèmes qui ont été affichés. On connaît les autres stratagèmes qui ont été essayés et qui ne marchent pas. Ils ont essayé d'opposer les ethnies sahéliennes, notamment de créer un mythe d'un génocide Touareg ou d'un génocide Peul. Ça n'a marché ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Ils ont essayé d'opposer les musulmans africains à leurs frères chrétiens africains. Ça n'a marché ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Ils ont essayé d'opposer les régions du nord des grands pays sahéliens aux régions du sud des grands pays sahéliens à travers la création de mouvements artificiels de sécession, de mouvements artificiels d'indépendance, comme le soi-disant mouvement de l'Azawad ou le soi-disant mouvement de libération du Niger, qui ne sont rien d'autre en réalité que des groupes de mercenaires du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, pour déstabiliser ces pays qui ont décidé de s'assumer. Ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, ils sont maintenant en marche dans les 3 scénarios, je peux dire, que je viens de vous décrire. Le retrait, le renvoi du premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger, à la suite de l'expulsion de 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin, n'est que la partie visible de l'iceberg de la déstabilisation qui se prépare. Voilà pourquoi je veux dire ici, honnêtement, que je trouve suspecte la sortie de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui, à mon avis, ne s'est pas assez expliqué du rôle qu'il a joué dans la dérive de la gestion de l'État du Niger et dans l'arrivée au pouvoir du renégat Mohamed Bazoum. Je m'étonne d'apprendre et de lire dans la presse un communiqué du président Mahamadou Issoufou appelant à la libération de Mohamed Bazoum, alors qu'il sait les chefs d'accusation qui pèsent sur Mohamed Bazoum. Alors qu'il sait que Mohamed Bazoum est une pièce maîtresse de la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique, au service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, depuis plusieurs années. Je m'étonne que le président Mahamadou Issoufou, dans une situation historique aussi grave que celle-ci, essaie de jouer au Ponce Pilate, de s'en laver les mains, alors qu'il est l'un des acteurs du problème auquel le Niger est confronté aujourd'hui. Car c'est lui qui a contribué à introniser ce Mohamed Bazoum, cet ennemi du peuple nigérien, du peuple africain, qui s'est moqué du Mali en lutte contre le terrorisme, qui a traité avec ses compagnons Hassoumi Massaoudou, comment il s'appelait, le général, j'ai oublié son nom, il y avait un général complètement fou là. Écrivez-moi le nom de ce général fou, qui accompagnait Bazoum dans ses logorées, et qui lui aussi maintenant a rejoint bien sûr la 5e colonne. Qui se souvient du nom de ce général? Écrivez-moi le général Tarka, le général Tarka. N'est-ce pas? Vous vous souvenez du mépris qu'ils avaient envers les pays africains menant une lutte authentique et sérieuse contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso. Vous vous souvenez? Abou Tarka, le général Abou Tarka. Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou, Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas craché comme mépris au visage des Africains en lutte? Mohamed Bazoum, qui est maintenant donc le prétexte
de l'organisation d'une conspiration contre le régime du CNSP. Mohamed Bazoum, c'est que la face visible d'un iceberg. Le communiqué de Mahamadou Issoufou est une manière de se mettre à l'abri de la foudre des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux qui le guettent. D'autant plus que Bazoum a accusé Issoufou de l'avoir livré, a accusé Issoufou d'être complice de sa chute. Issoufou, qui, tout naturellement, n'est pas un révolutionnaire panafricaniste, veut s'en sortir sans peau cassée. Il croit savoir que les néocolonialistes français, les impérialistes américains, veulent absolument attaquer l'AES et attaquer le Niger. Et Issoufou prépare ses arrières pour dire « j'ai rien fait, c'était pas moi ». Comme d'habitude. C'est lui qui a contribué à introniser, eh bien, Bazoum, sur la base d'une mascarade appelée démocratie. C'est lui. Pourtant, il est un témoin privilégié du pillage du Niger. Il est un témoin privilégié du saccage de la Libye. Il a même eu le courage, le président Mahamadou Issoufou, il a eu le courage de dénoncer, de dire à Barack Hussein Obama, en mai 2011, à Deauville, à 100 km d'ici, de lui dire, Monsieur le Président, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Niger. Comment un président, Issoufou, qui sait très bien que c'est l'OTAN qui a déstabilisé la Libye et le Niger, s'est permis de coopérer avec l'OTAN pour combattre les agents de l'OTAN, c'est-à-dire les organisations de mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Ça, c'est aussi une trahison. Tous ces dirigeants africains qui combattent, soi-disant, le terrorisme en Afrique, en s'appuyant sur l'OTAN, en sachant que c'est l'OTAN qui est la parraine des organisations terroristes, ce sont des dirigeants qui sont coupables de haute trahison. Et il faut qu'on dise la vérité aux gens. Donc je vois toutes les tentacules du complot. Talon, c'est la partie visible de la conspiration contre la révolution du CNSP du Niger. La partie invisible, c'est une partie de la classe politique, opportuniste, extrêmement ponce-pilatiste, extrêmement dangereuse, félonne, serpent à deux têtes, qui pour moi est encore incarné par l'ancien président Issoufou, qui est un type qui aime toujours se tirer d'affaire au détriment des autres, dans toutes les situations. C'est le véritable Ponce-Pilate de la politique nigérienne. J'ai rien fait. Bazoum s'est retrouvé président de la République. J'ai rien fait. Bazoum est tombé. J'ai rien fait. On veut attaquer Tiani pour le faire tomber. J'ai rien fait. Monsieur veut s'en sortir dans tous les cas. Et c'est cela qui est insupportable. Ce carriérisme, cet opportunisme politique sont insupportables. Il signe un communiqué appelant à la libération de quelqu'un qui est une pièce maîtresse de la déstabilisation du pays. Quelqu'un qui est à peine sorti va venir crier ici à Paris qu'il est le président du Niger et appeler à la constitution d'un mouvement de libération à son service, à partir du territoire libyen, son pays d'origine. Est-ce que vous voyez à quel point nous avons des irresponsables qui nous ont gouvernés? Moi, j'avais opté de ne plus porter la critique contre le président Mahamadou Issoufou quand j'ai vu qu'il avait fait profil bas et que les autorités nigériennes actuelles lui accordaient les honneurs dus à son rang. Je me suis dit, cela veut dire que si le président Tiani a de la considération pour lui, ça veut dire que le président Mahamadou Issoufou a pris des dispositions pour comprendre le moment historique de la libération du Niger et y participer d'une manière, bien sûr, responsable, modérée, et sans, bien sûr, s'arroger des pouvoirs qu'il n'a plus. Mais le communiqué qu'il a sorti là, c'est un signal extrêmement dangereux sur, en réalité, la montée en puissance de la conspiration contre le président Tiani. Parce que c'est un communiqué de Ponce Pilate. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que le ponce-pilatisme? Ponce Pilate était le représentant de Rome, de l'Empire romain, lorsque le Christ fut massacré par les extrémistes juifs. Lorsque on présente le Christ devant Ponce Pilate, représentant du gouverneur romain, consul de Jérusalem, en lui disant, ce monsieur-ci dit qu'il est le roi des Juifs, il veut prendre la place de César, et nous ne le reconnaissons pas comme roi des Juifs, il prétend même qu'il est le fils de Dieu, qu'il est né du Saint-Esprit, etc.
on présente Jésus de Nazareth à Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, qui à la fois veut préserver le pouvoir de César, mais ne veut pas qu'on dise que c'est lui qui est l'assassin du Christ, parce qu'il sent que cet homme-là a quelque chose de vraiment divin, qu'est-ce qu'il fait Ponce Pilate? Il prend une bassine d'eau, il se lave les mains devant l'assemblée des extrémistes juifs qui ont massacré Jésus, et il leur donne Jésus en disant, eh bien, ce n'est pas moi, prenez-le, faites ce que vous voulez. Le ponce pilatisme, c'est la lâcheté. Et le communiqué du président Mahamadou Issoufou est un monument de lâcheté. C'est, moi je n'ai rien fait. Bazoum est devenu président, j'ai pourchassé Hama Amadou, qui a dû s'enfuir de Niamey sur une pirogue pour échapper à la mort. Moi, Mahamadou Issoufou, j'ai pourchassé Hama Amadou, qui était pourtant mieux placé, qui aurait pu battre, tout naturellement, eh bien, Bazoum aux élections. J'ai empêché tous les candidats lourds de l'opposition de participer. J'ai tracé un boulevard pour que Bazoum soit président. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Quand Bazoum a été renversé par l'armée, je me suis retrouvé assis aux côtés de l'armée. J'ai accepté les honneurs que l'armée m'a donnés. J'ai accepté les honneurs que le CNSP m'a donnés en tant qu'ancien président de la République. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et maintenant qu'on est en train de comploter activement, parce que le CNSP a décidé de vendre l'uranium du Niger pour le peuple nigérien, pour la terre de Saharaou Niamangou. Parce que le CNSP a dit que ça va se passer désormais ainsi et pour toujours. Je sens que les néocolonialistes français sont décidés à agresser le Niger, comme ils ont vu leur patron, Trump, agresser le Venezuela. La joie, la précipitation avec laquelle Macron félicite, eh bien, Trump, d'avoir détrôné Maduro, cache difficilement son envie de détrôner Tiani, de détrôner Traoré, de détrôner, eh bien, Assimi Goïta. C'est cette joie-là, c'est cette fièvre qui habite Macron. Dans son euphorie devant la barbarie américaine au Venezuela. Et n'oubliez pas l'action qu'il a menée ouvertement au grand jour au Bénin, qui rappelle les interventions traditionnelles du néocolonialisme français au secours de ses suppôts en Afrique tout au long du XXe siècle et même jusqu'au début du XXIe. Donc voilà pourquoi je conclus cette analyse en vous disant ce n'est pas simplement un coup d'État qui est ainsi en réalité annoncé en préparation active au Niger contre le président Tiani. Ce qui est annoncé, c'est une immense agression impérialiste sur le modèle de celle que nous avons vue au Venezuela. J'ai dit que cette conférence était placée sous le signe du parallélisme des formes. On sait aujourd'hui qu'au Venezuela, Donald Trump et ses militaires spéciaux ne sont pas venus prendre, comme on prend littéralement un bouquet de fleurs dans un panier, le président Maduro et sa femme pour les amener en exil. Ce n'est pas un kidnapping simplement qu'ils ont fait. Il a fallu un coup d'État à l'intérieur de l'appareil d'État. Il a fallu un coup d'État à l'intérieur de l'appareil d'État. Il a fallu un coup d'État à l'intérieur de l'appareil d'État vénézuélien pour que le président Maduro soit arrêté et livré aux forces spéciales américaines qui se sont contentées de l'exfiltrer. Ce sont des complicités internes à l'intérieur de l'administration et du gouvernement vénézuélien qui expliquent la facilité avec laquelle le président Maduro a été capturé, exfiltré et extradé aux États-Unis par la puissance impérialiste américaine. De la même façon, le schéma qui est préparé contre les dirigeants du Sahel, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le stratagème qui est préparé comprend toujours ce double aspect. Une trahison interne et une action agressive externe. C'est le modèle qui a été utilisé en ce début janvier 2026 au Venezuela. Et c'est ce modèle qui est en préparation dans tous les pays sahéliens.
Dans tous les pays africains où des dirigeants ont dit non à la continuité du pillage français, à la continuité du pillage européen, à la continuité du pillage américain, dans tous ces pays, c'est cela qui est au programme. Susciter une sédition intérieure, des séditions intérieures, une trahison intérieure, notamment dans l'appareil de défense et de sécurité, et en profiter pour porter le coup de grâce par une agression extérieure spectaculaire, éhontée et sans façon. Et c'est là que vous comprenez ce que je vous dis. Depuis plusieurs jours, que le Venezuela est le tableau d'école de l'Afrique des libertés en ce début d'année 2026. Celui qui veut comprendre ce qui se prépare chez nous en Afrique doit maîtriser la crise vénézuélienne par cœur. Ce matin, je vous ai parlé des fameux scénarios de sortie de la crise vénézuélienne. Et vous pouvez prendre les 4 scénarios et vous les appliquez au Niger, vous les appliquez au Burkina, vous les appliquez au Mali. Vous pouvez prendre ces 4 scénarios, vous les appliquez en Namibie, vous les appliquez en Afrique du Sud, vous les appliquez en République démocratique du Congo, vous les appliquez au Mozambique, vous les appliquez au Nigeria. Dans tous les pays où les néocolonialistes ont hâte de mettre le grappin de manière décisive sur les ressources, où les impérialistes veulent piller allègrement, où ils se sentent menacés, les 4 scénarios que nous avons explorés sur la situation vénézuélienne s'appliquent de manière mathématique. Voilà pourquoi je conclus en indiquant ce qui pour moi est la solution face à cette hostilité. Premièrement, continuer à renforcer l'appareil d'État et à renforcer la sécurité autour du leadership de la révolution sahélienne, en général, nigérienne en particulier. J'insiste une fois de plus sur l'intention d'utiliser des attaques de drones contre les convois présidentiels des dirigeants du Sahel. L'intention de la décapitation de l'élite révolutionnaire sahélienne à travers les attaques de drones, les attaques aériennes. Ce que le président Ibrahim Traoré a appelé l'hiver noir, c'est d'abord une stratégie de décapitation de la révolution sahélienne, de la révolution panafricaine. Donc, renforcement conséquent des dispositifs de sécurité et construction acharnée et accélérée, tout naturellement, des armées populaires. Parce que plus l'armée est populaire, plus il est difficile à des groupuscules oligarchiques, bourgeois, néocolonisés, de s'emparer du pouvoir. La résistance populaire doit atteindre un tel degré que les aventuriers internes ne soient pas tentés de risquer leur peau. Ça, c'est 1. De 2, renforcer tout naturellement l'intégration sécuritaire de la Confédération. La grande unité commune, la force, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel doit être en état d'alerte maximale permanente et doivent être augmentées ses capacités de projection pour renforcer les unités essentielles, chargées de protéger les régimes sahéliens. Voilà sur le plan sécuritaire ce que je peux dire, moi qui ne suis pas militaire et qui me base sur ma culture générale, en matière de sécurité, d'État. Deuxième élément extrêmement important, il faut répondre à la campagne de manipulation de l'opinion qui veut être menée en instrumentalisant le statut du prisonnier Mohamed Bazoum. Il faut rafraîchir la mémoire du monde entier sur les raisons pour lesquelles Bazoum est en prison. Parce que, vous savez, le problème de l'être humain, c'est que, avec le temps, tout s'en va. Le problème de l'être humain, c'est sa propension à oublier vite. Et finalement, à ne penser qu'à partir des effets, en oubliant les causes. Je crois que, dans une certaine opinion, on a oublié pourquoi Bazoum est en prison. Il faut, ici, mettre un point d'honneur à expliquer pourquoi Bazoum est en prison. Et je pense qu'il faut accélérer les procédures judiciaires le concernant. Il faut un procès incontestable et équitable
qui mettent M. Bazoum face à ses responsabilités historiques. Les chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui doivent faire l'objet d'un procès contradictoire et les magistrats souverains, patriotes et républicains du Niger doivent assumer leurs responsabilités. Afin qu'ils soient sûrs pourquoi Mohamed Bazoum est en prison, il faut que l'affaire soit jugée. Pour moi, c'est une urgence fondamentale. Troisièmement, et cela de façon incontestable, moi c'est une recommandation que je formule à l'endroit de tous les dirigeants révolutionnaires africains. La révolution africaine ne peut pas rester éternellement sur la défensive. En restant éternellement sur la défensive, on s'épuise à se défendre contre des gens qui pourtant, par plusieurs fois, ont montré leur volonté de nous détruire. Il y a un moment où la révolution panafricaine doit assumer la contre-offensive. Les principaux roitelets au service du néocolonialisme et de l'impérialisme en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général méritent d'être pris en compte dans une logique de contre-offensive du panafricanisme révolutionnaire. Tant que la contre-offensive n'est pas lancée, les ennemis de la révolution africaine vont continuer à se renforcer et à rendre difficile la défense de la révolution. Bien sûr qu'il ne peut pas y avoir une contre-offensive généralisée. Mais au moins, une contre-offensive ciblée, une contre-offensive concentrée, une contre-offensive objectif par objectif, elle s'impose pour rompre le goulot d'étranglement, l'encerclement par l'oignon géostratégique néocolonialiste et impérialiste que nous observons. Nous avons élaboré la théorie de l'oignon géostratégique que nous avons exposée ici depuis plusieurs années. Nous avons dit, la situation de l'AES, c'est qu'elle est encerclée par plusieurs couches d'ennemis. La première couche d'ennemis, enchevêtrée dans son territoire, ce sont les groupes armés terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, créés par les services de renseignement occidentaux et moyen-orientaux. La deuxième couche d'ennemis actifs de l'Alliance des États du Sahel, ce sont les armées de la CEDEAO, néocolonisées et impérialisées, au service d'intérêts tout naturellement occidentaux et moyen-orientaux. Et la troisième couche d'hostilité à laquelle l'AES est confrontée, troisième couche de l'oignon géostratégique, c'est l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui coordonne toutes les grandes activités de déstabilisation du continent africain depuis plusieurs décennies, et qui est à la baguette du saccage de la Libye, de l'invasion du Sahel, et bien de la déstabilisation du golfe de Guinée, de la déstabilisation de la République démocratique du Congo et de tout le bassin du Congo, de la déstabilisation du bassin du Zambèze et du Mozambique, et dans le but de déstabiliser le poumon aurifère de la République sud-africaine. Donc, il faut que nous ayons parfaitement conscience de cela. Et ce cercle, cet oignon géostratégique ne peut s'affaiblir que s'il perd des maillons. Si ces maillons les plus vulnérables au moins sont cueillis, si ces maillons les plus vulnérables sont amoindris, la libération africaine va s'accélérer. L'Afrique deviendra indomptable, elle deviendra irréductible. Voilà mes chers amis, l'éclairage que je voulais vous apporter sur l'exacerbation du conflit entre, le régime du Bénin de Talon Patrice, qui sera talonné jusqu'à son étalement, et la révolution du CNSP du Niger, sous l'égide du général d'armée, Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef suprême des forces armées, nigériennes. Pour conclure donc cette conférence, nous redonnons la parole à la musique qui l'a ouverte. Et cette musique était de Wanda Christo Medley, qui nous invite à parler avec la pureté de cœur, à parler en vérité, à parler en justice et à parler en solidarité. Dédicace spéciale, une fois de plus, au grand peuple africain du Niger, que j'appelle
à rester intimement solidaire de la révolution du Conseil national de la sauvegarde de la patrie et de son chef historique, porteur d'une grâce infinie,